Bonjour tout le monde, Sylvain Raymond pour RPM. Le véhicule ici, c'est le Hyundai Ioniq 9 2026. Il devient le VUS le plus imposant chez Hyundai. Pourquoi? Parce qu'il permet de transporter jusqu'à 7 passagers. J'ai la chance aujourd'hui d'effectuer quelques centaines de kilomètres à son volant. Alors voici une première présentation. Le Hyundai Ioniq 9 a été introduit afin de permettre à plus de passagers de se déplacer dans un véhicule électrique. C'est aussi la réponse à Kia qui commercialise le EV9 depuis déjà 1 an et demi. C'est donc deux cousins techniques, mais il y a des différences assez importantes et je vais y revenir tout au long de la présentation. Parlant de prix, j'y vais avec une courte description des versions et des prix parce que chacune des versions apporte des mécaniques et des spécifications techniques assez différentes. Vous allez voir par contre que la version de base apporte une différence marquée avec celle du côté de chez Kia avec le EV9 parce que du côté de Hyundai, tous les Ioniq 9 ont la même batterie. Elle est assez imposante avec ses 110,3 kWh. C'est donc la batterie la plus imposante maintenant en fait par le constructeur. À la base, le modèle est proposé en version Essential. Il est vendu à un peu plus de 59 000 soit 62 000 et des poussières lorsqu'on inclut les frais de transport et de préparation. C'est une version à propulsion équipée de la batterie de 110,3 kWh. Son moteur, il est d'une puissance de 160 watts, ce qui représente 215 chevaux. Et son autonomie, elle est très intéressante. C'est l'autonomie la plus haute de la gamme avec 539 km. Son prix de base, il est le même que celui du Kia EV9 de base, mais la différence notable, c'est que la version de base du EV9, elle n'a droit qu'à une batterie de 76 kWh et donc c'est une différence marquée pour le même prix. On parle, dans le cas du Kia EV9, de 370 km d'autonomie versus 539 pour le modèle de base de Hyundai. Clairement, Kia devra réagir parce que pour le même prix, on a un net avantage d'aller du côté du Hyundai Ioniq 9. La version au-dessus de la Essential, c'est la version Preferred qui est proposée à un prix de base de 64 999, soit 67 000 et des poussières. Cette fois, on a un rouage intégral. On ajoute donc un moteur de 70 kW à l'avant qui se joint au moteur de 160 kW à l'arrière. La puissance combinée est cette fois de 303 chevaux, l'autonomie 515 km. La version Preferred Plus a droit, elle, à deux moteurs de 160 kW plutôt qu'un petit moteur de 70 kW à l'avant. Cette fois, la puissance est poussée à 422 chevaux pour un couple de 516 livres-pieds. C'est donc le modèle le plus performant, peut-être un petit peu moins que le Kia EV9 GT, mais c'est ce qu'on a de plus performant en ce moment du côté du Ioniq 9. Et l'autonomie, qui dit puissance supérieure, dit autonomie réduite. On est à 500 km tout juste pour cette version. Fait noter, elle est offerte au même prix que la version Preferred Plus. Pourquoi? C'est parce que, bien entendu, on a voulu que cette version-là, plus performante, profite des subventions du Québec, soit le 2 000 de rabais. C'est le même prix. On a enlevé quelques équipements pour arriver à ce prix-là. Donc, le choix, c'est plus d'équipements ou plus de performance avec la version Plus. Donc, à l'avant, c'est très ionique. On reconnaît les éléments pixels, que ce soit pour la bande qui traverse entièrement le véhicule qui est composé de feux OLED. Également, les phares de jour, des pixels, il y en a partout. C'est une thématique qui est reprise tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du véhicule. Ça apporte une belle touche technologique. Le devant, il est très plat, pas de pare-choc, aucune aspérité, tout est plat. Un volet actif à l'avant qui s'ouvre lorsqu'on a besoin de refroidir un petit peu plus les composantes mécaniques du véhicule. De côté, choix de jantes de 19 à 21 pouces selon la version.
Également, ce qu'on remarque aussi, c'est autour du passage d'aile, cette espèce de bande ici qui est apposée sur l'arche. Rien pour améliorer l'aérodynamique, ce n'est qu'une question de design. Dans le cas ici, toute l'arche est peinte de la couleur du véhicule parce que c'est une version calligraphie, donc au sommet de la gamme, la plus dispendieuse, la mieux équipée. Dans le cas des versions plus bas de gamme, on a le droit à une garniture qui est grise traditionnelle, mais cette composante-là, elle demeure peinte de la couleur de la carrosserie. Je ne suis pas certain de l'effet. Ça risque d'être peut-être un petit peu plus bas de gamme, un peu moins sophistiqué que de tout avoir du côté de la couleur de la carrosserie. On remarque de côté vraiment une ligne de toit qui fuit vers le bas et l'arrière qui s'amincit également. En fait, le tout plonge littéralement à l'arrière pour améliorer l'efficacité aérodynamique. C'est réussi à ce chapitre, mais côté design, je ne suis pas certain que ça va bien vieillir. À l'arrière, on remarque un large haillon électrique qui permet assez simplement de loger tous vos objets. On peut l'ouvrir via la commande électrique ou via la commande de proximité. Du côté du port de recharge, en l'ouvrant, on remarque une chose, c'est un port NACS qui est compatible avec les superchargers de Tesla. C'est donc le premier véhicule Hyundai qui l'offre. Donc, ça ajoute un peu plus de facilité pour trouver des chargeurs, assurer la compatibilité avec Tesla. Par contre, Hyundai fournit gratuitement l'adaptateur CCS pour continuer à utiliser les autres bornes de recharge également si vous avez une borne à la maison. Du côté de la plateforme, c'est une architecture à 800 volts. Elle permet donc une capacité de recharge assez impressionnante de 235 kW. Bien entendu, c'est théorique puisque plusieurs facteurs vont venir influencer la rapidité de recharge, notamment la capacité de la borne elle-même, mais également la température. Mais bon, dans le futur, on aura des puissances supérieures et c'est intéressant de savoir que le véhicule va être capable de l'accepter. À l'intérieur, c'est très ionique. On retrouve beaucoup d'appliqués plastifiés qui donnent une apparence de fini d'aluminium ou de chrome brossé. Il y en a beaucoup. La grille de haut-parleurs, l'intérieur de porte, le tableau de bord, la console centrale. Pour moi, il y en a peut-être un petit peu trop. Ça ne fait pas chic, surtout dans une version calligraphie qui est censée être plus haut de gamme. C'est un des éléments que j'aime le moins de l'habitacle. Par contre, le volant, une bonne prise en main. Les contrôles sont bien placés. Le levier de vitesse qui est ici en bas, bien placé. On est habitué de le retrouver là dans le véhicule Ioniq. On a également le bouton d'arrêt-démarrage qui est illuminé en soirée. L'écran ici qui est bien orienté vers le conducteur, c'est typique au véhicule. C'est en fait deux écrans de 12 pouces qui sont placés côte à côte. Belle qualité d'affichage. Par contre, on a encore une bordure noire très, très épaisse. J'aurais aimé que l'écran ait un cadre très mince, comme on le retrouve dans les téléviseurs un peu plus haut de gamme. Ça aurait amélioré un peu l'effet justement haut de gamme à l'intérieur. Donc, peut-être un élément à corriger ici. Sinon, bonne vision, des belles surfaces vitrées, un toit ouvrant assez imposant. Du beau boulot de ce côté-là chez Hyundai. On remarque aussi, autre caractéristique très intéressante, c'est qu'on a plusieurs prises de recharge USB-C, dont certaines ont une capacité de 100 watts. Donc, c'est très rapide pour charger ces accessoires. Des porte-gobelets, une console ici qu'on peut déplacer légèrement et qui est dotée d'une très bonne capacité. Beaucoup d'espace à l'arrière pour passagers de seconde rangée, configuration à 6 et 7 passagers, donc avec ou sans un banc central. Également, passablement d'espace pour la troisième rangée. OK, maintenant à bord du Hyundai Ioniq 9 2026. Donc, bonne position de conduite, mais curieusement, là, dès que je m'assois dans le véhicule, j'ai l'impression d'être au volant d'une fourgonnette. La position élevée du banc, la forme du banc, le tableau de bord, l'inclinaison du pare-brise, la vue arrière et surtout la console centrale ici qui dans le bas est complètement vide. Il y a un passage, elle ne rejoint pas le tableau de bord. Ça me donne curieusement l'impression d'être au volant d'une fourgonnette. Je comprends que ça plairait à mon collègue Samuel Lessard,
mais pour moi, ça me donne une impression étrange. J'ai pas l'impression d'être au volant d'un VUS. Et le plus ironique, c'est lorsque je pensais à ça, j'ai vu une Chrysler Pacifica passer et ça m'a rappelé justement ce véhicule-là, tant par les formes arrière que par l'intérieur et le sentiment de conduite. Donc, c'est un petit peu étrange. Mais pour le reste, bien entendu, c'est la version calligraphie avec le plus haut niveau de puissance, 422 chevaux. Clairement, lorsqu'on enfonce l'accélérateur, il n'y a aucun problème de puissance. On peut dépasser les véhicules, s'insérer sur l'autoroute sans aucun problème. Le couple, il est là, 516 livres-pieds. Il est instantané. À ce niveau-là, aucun problème. Et la différence et l'accélération, la différence est marquée par rapport à la version de base. On parle d'une accélération qui est légèrement au-dessus des 5 secondes pour le véhicule que je conduis par rapport à une version de base qui fait dans les 9 secondes. Donc, le niveau de puissance est vraiment marqué. La direction, on est habitué, hein, les véhicules électriques et même les véhicules modernes, ce sont des directions électroniques. On n'a pas vraiment le sentiment d'être connecté à la route. Le sentiment initial dès qu'on tourne le volant, c'est pas pareil par rapport aux directions conventionnelles qu'on avait à l'époque, mais il faut s'y habituer. Le poids du véhicule est assez bien maîtrisé, que ce soit en virage, au freinage, pas trop de tangage. Par contre, on voit que c'est un véhicule imposant et lourd lorsqu'on le conduit. Par contre, c'est une conduite très confortable. On sent que la suspension maîtrise bien toutes les bosses, les aspérités de la route également. La vision est excellente, des larges zones vitrées, des piliers A qui sont assez minces à l'avant, donc ça aide à ce niveau-là. À l'arrière, c'est pas si mal, à part aux 3/4 arrière, où ce que là, on a des piliers très larges avec une ligne de toit qui plonge. Mais c'est pas, on a vu pire, et également les caméras qui nous aident en manœuvre de stationnement. Donc, quelques chiffres de consommation. J'en suis à 20,7 kWh du 100 km. C'est pas si mal. Bien entendu, j'ai pas vraiment eu une conduite posée. J'ai testé les accélérations à plusieurs reprises, donc ça a l'influence sur la consommation. Mais on va obtenir plus de données lors de notre essai complet du véhicule. D'ailleurs, je vous invite à aller sur le site de rpmweb.ca. Vous y lirez mon compte-rendu complet, impressions, données, les spécifications et beaucoup plus d'informations sur le véhicule. Et pourquoi pas visiter nos réseaux sociaux et vous abonner à notre page YouTube.